La première fois que je l'ai vue, allongée là, une simple ombre de plus dans la grisaille de la ville, j'ai senti quelque chose en moi se briser à jamais. Ce n'était pas seulement la pitié qu'on ressent pour un SDF, un sans domicile fixe, parmi tant d'autres qui peuplent tristement les trottoirs de Saint-Denis à la nuit tombée. C'était la reconnaissance, la douleur aiguë de l'évidence. C'était un vendredi soir de novembre. Une de ces nuits où le froid, le vrai, vous glace jusqu'aux os malgré le lourd blouson. J'étais sorti du bus, les mains encore tremblantes d'une longue journée. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. J'ai 72 ans. Et tout ce que je voulais, c'était retrouver mon deux pièces, me préparer un bon café bien chaud et m'affaler un peu avant de dormir. Je n'attendais rien d'extraordinaire sur ces quelques centaines de mètres qui me séparaient de chez moi, dans cette banlieue où les drames sont silencieux. Mais cette nuit-là, le destin, ou Dieu, avait d'autres projets. Je l'ai aperçu de loin, une forme recroquevillée, tassée contre un mur, entre deux cartons humides. Elle ne bougeait pas, elle ne parlait pas, elle ne tendait pas la main. Au début, j'ai vraiment cru à une énième personne démunie. Mais quelque chose m'a forcé à regarder une seconde fois. Je ne saurais dire si c'était sa longue chevelure foncée qui me semblait étrangement familière, ou la façon dont elle tenait ses bras serrés contre sa poitrine, exactement comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle avait froid. Je me suis approché lentement. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles, une percussion sourde dans le silence de la rue. À moins de 2 mètres, mon monde a basculé. C'était ma fille. Ma petite Clara, mon sang, allongée dans la rue, comme si elle n'avait plus aucune valeur. Mon Dieu, ai-je chuchoté, sentant mes jambes me lâcher. Clara, ma puce, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis agenouillé à côté d'elle, même si mes genoux ont hurlé à la maladresse de mes mouvements. Son visage était maculé de poussière et de larmes séchées. Sa peau était froide, ses lèvres gercées par le vent. Ses vêtements étaient déchirés, usés. Une de ses baskets n'était pas la sienne, elle semblait bien trop grande, et l'autre n'était qu'une semelle en lambeaux. J'ai posé ma main sur son épaule, le geste d'une infinie prudence. Mon amour, réveille-toi s'il te plaît. Elle a ouvert les yeux lentement, comme si elle luttait pour se souvenir d'où elle venait, de qui elle était. Lorsque son regard s'est posé sur moi, j'ai vu un mélange de surprise, de honte et de soulagement traverser ses traits. Papa, a-t-elle murmuré d'une voix cassée, je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'est nouée d'une manière que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je l'ai juste prise par les bras et je l'ai serrée contre moi, très fort. Elle a éclaté en sanglots sur ma poitrine, faible, épuisée, comme si elle n'avait pas pleuré depuis des années. Mes mains tremblaient en lui caressant les cheveux, essayant de comprendre comment ma fille, celle que j'avais élevée avec tant d'amour, pouvait dormir à la belle étoile comme une étrangère abandonnée par le monde. Lève-toi, ma chérie, ai-je finalement réussi à articuler d'une voix rauque. On rentre tout de suite. Tu ne restes pas ici une seconde de plus. Elle a tremblé en essayant de se lever. Nous avons dû le faire petit à petit, s'appuyant sur moi comme elle le faisait enfant quand elle avait peur de marcher seule les soirs d'orage. Son corps était si léger que cela m'a effrayé. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé correctement? Combien de nuits avait-elle dormi ainsi, exposée au froid, au danger, à l'indifférence des gens? Papa, a-t-elle redit, presque dans un murmure, Antoine m'a laissé sans rien. Sa voix s'est brisée en prononçant cette phrase. Et j'ai tout compris. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage pour savoir de qui elle parlait. Son mari, Antoine Moreau, ce même homme que je n'avais jamais vraiment approuvé, celui qu'elle avait tant de fois défendu, celui qui l'avait convaincu que j'étais trop protecteur, celui qui avait promis de prendre soin d'elle et qui l'avait détruite. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Ce n'était pas le moment de la culpabilité. C'était le moment de la ramener à la maison et de la protéger. Je l'ai aidée à parcourir les quelques pâtés de maison jusqu'à mon petit appartement. Chaque pas semblait peser une tonne. Elle pleurait en silence. Moi aussi, bien que je ne l'ai pas laissé le voir. Une fois à l'intérieur, je l'ai enveloppée dans une couverture chaude et l'ai assise sur le canapé. Je lui ai préparé une soupe chaude, la même recette que je lui faisais toujours quand elle était malade enfant.
Elle a à peine pris quelques cuillerées avant de s'endormir, vaincue par l'épuisement. Je suis resté à la regarder longtemps. Ma fille, celle qui rêvait autrefois de fonder une famille, était là, anéantie, brisée, dépouillée de tout par l'homme qui avait juré de l'aimer. Et alors, la rage m'a envahi. Une rage épaisse, profonde, comme un feu qui grandissait dans ma poitrine, mais aussi une douleur qui me faisait trembler. En la regardant dormir, j'ai compris que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Pas cette fois, pas après avoir vu ce que j'avais vu. Je devais agir. Je devais affronter cet homme. Je devais reprendre ce qu'il lui avait volé. Pendant que je me préparais une tasse de thé pour rester éveillé, mon esprit a commencé à échafauder un plan. Un plan qui n'avait rien à voir avec la violence physique, mais avec la dignité, avec la justice, avec l'amour paternel. Tout ce qu'il n'avait jamais eu pour elle. Et tandis que l'horloge sonnait 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et cherché l'adresse du nouvel appartement où il vivait avec sa maîtresse, Sophie. Le Clos des Tilleuls, à Neuilly-sur-Seine. Là, dans un immeuble de standing, entouré de luxe qui ne lui appartenait pas vraiment, dormait paisiblement l'homme qui avait laissé ma fille dormir dans la rue. Assis à côté de Clara endormie, j'ai décidé que le lendemain, j'irais le trouver. Je ne savais pas exactement ce que je ferais quand il ouvrirait la porte, mais je savais une chose. Jamais de sa vie, il n'oublierait ce qui était sur le point d'arriver. Au réveil, il était presque 9 heures du matin. J'avais dormi sur la chaise de la salle à manger, la tête posée sur mes bras. Je ne me souvenais pas à quel moment le sommeil m'avait rattrapé, mais je me souvenais de chaque détail de ce que j'avais vu la veille au soir. Ma fille était toujours là, recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans la couverture que j'avais mise sur elle. Sa respiration douce, mais son visage toujours marqué par la fatigue. Je me suis approché lentement et l'ai observé. Cette fragilité que je voyais dans son expression ne correspondait pas à la réalité qu'elle avait vécue. Et tandis que je la regardais dormir, une pensée m'a frappé avec la force d'un marteau. Clara avait été absente de ma vie depuis 2 ans, et je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle en était arrivée là. Cela m'a fait mal. Cela m'a transpercé. J'ai fait du café en silence pour ne pas la réveiller. Mais 10 minutes plus tard à peine, je l'ai entendue bouger. Elle s'est redressée lentement, comme si son corps était encore trop lourd. Quand elle a ouvert les yeux et m'a vu, elle a souri. Mais c'était un sourire brisé, comme si elle luttait pour se souvenir comment faire. « Bonjour, papa » a-t-elle murmuré. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle. Je ne voulais pas la brusquer, mais je savais qu'elle devait parler. Elle le savait aussi. « Tu veux manger quelque chose ?» ai-je demandé pour lui donner du temps. Elle a secoué la tête. « Non, j'ai juste besoin de te raconter ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. « Je suis là, ma puce. Dis-moi tout. N'aie pas peur. » Elle a serré ses mains l'une contre l'autre, tremblant légèrement. Ses yeux regardaient vers le bas, évitant les miens. Et puis, elle a commencé. « Papa, il a vendu la maison sans me dire un mot. » Clara a commencé à trembler. Je l'ai appris quand les nouveaux propriétaires y sont arrivés avec l'acte notarié et l'huissier de justice, et m'ont demandé de partir. La maison valait environ 350 000 €, une somme qu'il a empochée seul. Il vivait déjà avec Sophie, et je n'avais nulle part où aller. J'ai senti une vague de chaleur me traverser la poitrine, de la pure fureur, une indignation absolue. « Mais comment a-t-il pu te faire ça ?» ai-je réussi à articuler difficilement. Elle a secoué la tête. « Parce qu'il a toujours été comme ça, papa. J'ai juste tout caché pour que tu ne souffres pas. Il me manipulait. Il me faisait croire que si je te disais quelque chose, ça allait te provoquer une crise cardiaque, que tu ne supporterais pas, qu'il valait mieux te laisser tranquille. » J'ai écouté en silence, sentant mon cœur se serrer. « Mais ce n'est pas le pire, » a-t-elle poursuivi, et sa voix s'est brisée. « Quand il est parti avec Sophie, il m'a laissé sans un sou. J'ai trouvé quelques missions d'intérim par-ci, par-là, payées au SMIC, mais ce n'était pas suffisant pour quoi que ce soit. J'ai dormi chez des amis, puis dans des hôtels bas de gamme, et j'ai fini à la rue. Je n'en pouvais plus. J'ai pris sa main. Elle était glaciale, mais sa douleur, elle, brûlait. « Pourquoi tu n'es pas rentré à la maison ?» ai-je demandé presque dans un murmure.
Elle a recommencé à pleurer. Parce que j'avais honte, papa. Honte que tu me vois comme ça, vaincu. Et parce qu'il n'arrêtait pas de me répéter que tu serais mieux sans moi, que j'étais un fardeau, que si je revenais, je gâcherais ta vie. Je... je l'ai cru. J'ai été bête. J'ai soulevé doucement son visage pour qu'elle me regarde dans les yeux. Écoute-moi bien, lui ai-je dit d'une voix ferme, mais tremblante d'émotion. Jamais, jamais tu n'as été un fardeau. Tu es ma fille, ma famille, mon sang. J'aurais traversé le monde pour t'aider. Comment as-tu pu penser que je serais mieux sans toi? Elle s'est effondrée. Ses pleurs ont inondé la pièce. Sa douleur se mêlait à mon impuissance. Je l'ai serrée dans mes bras tandis que son corps tremblait. Je suis désolé, papa, a-t-elle répété encore et encore. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie, ai-je répondu, lui caressant les cheveux. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été victime d'un homme sans âme. Mais maintenant, tu es ici avec moi, et tu ne passeras plus jamais une seule nuit dans la rue. Je te le jure. Elle est restée longtemps serrée contre moi. Lorsqu'elle s'est finalement calmée, elle a pris une profonde inspiration et a ajouté « Il vit au Clos des Tilleuls avec Sophie. Ils attendent un enfant. C'est pour ça qu'il a vendu la maison si vite. Il voulait l'argent pour sa nouvelle vie. » Cette phrase m'a transpercé la poitrine comme une balle. Cet homme misérable avait donc échangé ma fille contre une femme plus jeune et une vie plus confortable, sans remords, sans culpabilité, sans merci. Je me suis levé du canapé et j'ai commencé à marcher dans le salon, incapable de contrôler la rage qui bouillonnait dans mes veines. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Clara, inquiète. Je me suis arrêté. Je l'ai fixé. J'ai senti mes mains se crisper en poing. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » ai-je dit d'une voix profonde. « Je vais aller lui parler. » Elle a ouvert de grands yeux de peur. « Papa, non, s'il te plaît. Il est dangereux. Tu ne sais pas de quoi il est capable. » « Et il ne sait pas de quoi je suis capable ?» ai-je rétorqué, sans détourner le regard. Elle a dégluti. « Promets-moi que tu ne vas rien faire de mal. » Je l'ai regardée avec tendresse, mais avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Je te promets que je ne ferai rien qui puisse te nuire, mais je ne vais pas laisser l'homme qui t'a détruite continuer à vivre comme si de rien n'était. » Elle a baissé les yeux. Je pense qu'elle a compris que ma décision était irréversible. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un vieux porte-documents en cuir où je gardais les papiers importants. Je ne savais pas encore ce que j'allais utiliser, mais je savais qu'il me faudrait quelque chose, n'importe quoi, une preuve, une donnée, un indice, car ce que cet homme avait fait ne pouvait pas rester impuni. Alors que je fouillais parmi les papiers, j'ai entendu la voix de ma fille. « Papa, merci de m'avoir ramassé hier soir. » Je me suis retourné. Elle était à l'entrée de la pièce avec un sourire fragile, mais sincère. Et ce sourire m'a donné la force dont j'avais besoin. « Clara, lui ai-je dit d'une voix douce, m'approchant d'elle, ne pense plus jamais que tu es seule. » Je l'ai serrée dans mes bras une fois de plus. Et ce matin-là, alors que le soleil commençait à peine à percer à travers les immeubles de Saint-Denis, je savais avec certitude que le lendemain, je regarderais dans les yeux l'homme qui avait ruiné sa vie et qu'il n'oublierait jamais ce qui était sur le point d'arriver. J'ai peu dormi cette nuit-là. Presque pas, en fait. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de ma fille, sale, fatigué, vaincu. Et puis, je voyais le visage d'Antoine Moreau, l'homme qu'elle avait appelé mari pendant tant d'années. Un homme qui l'avait utilisé, trompé et abandonné sans le moindre remords. Je me suis levé avant que le soleil ne soit complètement levé. J'ai fait du café, j'ai mis mon gros blouson et je me suis assis à la table de la cuisine, regardant le porte-documents que j'avais sorti la veille. Je ne savais toujours pas exactement ce que je cherchais, mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait là des pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu voir auparavant. Tandis que je passais en revue de vieilles factures, des contrats et une copie de l'acte de mariage de ma fille, j'ai entendu ses pas légers derrière moi. Elle s'est approchée avec une expression mêlant honte et soulagement. « Bonjour, papa », a-t-elle murmuré. « Bonjour, ma chérie. Tu as pu te reposer ?» Elle a hoché la tête, bien que ses yeux disent autre chose. « J'ai mieux dormi que depuis des années », a-t-elle avoué, et cela m'a déchiré l'âme.
Je lui ai versé une tasse de café bien chaud et nous nous sommes assis face à face. La lumière du matin entrait par la fenêtre et éclairait son visage. C'était comme revoir le reflet de la petite fille que je portais autrefois sur mes épaules pour l'emmener au jardin des Tuileries. Celle qui me demandait des histoires avant de dormir. La même qui avait promis de m'appeler tous les jours lorsqu'elle est partie vivre avec Antoine. Mais la vie avait été cruelle avec elle, trop cruelle. Clara, ai-je dit d'une voix ferme, j'ai besoin que tu me racontes tout ce dont tu te souviens. Tout, même ce que tu penses être sans importance. Elle s'est mordue la lèvre inférieure, hésitante. Puis elle a pris une profonde inspiration et a hoché la tête. D'accord, papa, je vais tout te dire. Elle s'est installée sur la chaise, comme si elle se préparait à ouvrir une boîte pleine de souvenirs douloureux. Il a commencé à changer bien avant de partir avec Sophie, a-t-elle commencé. Au début, je pensais qu'il était stressé par son travail dans la finance, mais non. Il avait déjà une relation avec cette femme. J'étais la stupide qui ne voulait pas le voir. Tu n'es pas stupide ? L'ai-je interrompu doucement. Elle a continué, ignorant mon commentaire. Un jour, il est arrivé furieux et m'a dit que la maison devait être mise à son nom. Il a hurlé. Il m'a insulté et j'ai accepté. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que j'étais fatigué, ou peut-être que j'avais peur de me retrouver seul. J'ai serré les poings sur la table. Et quand a-t-il vendu la maison ? 1 mois plus tard, a-t-elle répondu, baissant le regard. Il m'a dit que la vente était pour un projet d'investissement. Mais je n'ai pas vu un seul centime. Quand je lui ai demandé, il m'a crié que ce n'était pas mes affaires. Puis il a disparu pendant 2 jours. Et quand il est revenu, il préparait déjà son départ avec Sophie. Ma respiration est devenue lourde. Et personne ne t'a aidé ? Pas d'avocat ? Pas d'amis ? Il m'a convaincu que si je le dénonçais, il pourrait dire que j'étais instable mentalement et que je perdrais tout droit. Il m'a même dit qu'il pouvait me retirer mon nom de famille, l'effacer. Il m'a terrorisé, papa. J'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas décrire. Ce n'était pas seulement de la rage. C'était une douleur ancienne, profonde, presque primitive, comme si l'injustice commise contre ma fille s'était enfoncée dans ma propre chair. Je me suis levé de ma chaise, poussé par le besoin de marcher. « Papa, à quoi penses-tu » a-t-elle demandé, inquiète. « Je pense, ai-je dit, le cœur battant la chamade, que cet homme va payer pour tout ce qu'il t'a fait, que je vais le regarder dans les yeux et lui rappeler qui je suis, et que je ne le laisserai plus jamais détruire ta vie. Plus jamais. » Elle est restée silencieuse. Puis, lentement, elle a parlé. « Papa, j'ai peur. » Je me suis retourné et l'ai regardée avec tendresse. « Tu n'as pas à avoir peur, pas tant que je suis en vie. » Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Son corps tremblait, le mien aussi. Nous étions 2 âmes blessées, cherchant force l'une dans l'autre. Quand elle s'est éloignée, elle est allée à son sac et en a sorti une enveloppe froissée et presque déchirée. « J'ai trouvé ça il y a longtemps, » a-t-elle dit. « Il ne sait pas que je l'ai. Je l'ai gardé sans savoir pourquoi, mais peut-être que ça te sera utile. » Je l'ai prise dans mes mains. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des copies d'emails imprimés, des bouts de contrats, des messages SMS, tous liés à la vente de la maison. Il y avait des mouvements bancaires suspects, des dépôts sur des comptes inconnus. Et une chose qui a attiré mon attention, un message de Sophie lui disant « Vends-la maintenant. On a besoin de conclure pour l'appartement du Clos des Tilleuls. » J'ai posé mes mains sur la table. J'ai senti que tout s'imbriquait, chaque pièce, chaque tromperie, chaque mensonge. Cet homme n'avait pas seulement abandonné ma fille, il ne l'avait pas seulement manipulée, il ne l'avait pas seulement laissée à la rue, il l'avait escroquée, il l'avait dépouillée de tout ce qui était à elle. Et par-dessus le marché, il avait utilisé cet argent pour bâtir sa nouvelle vie. J'ai été debout pendant une longue minute, les yeux fixés sur ces papiers. C'était le début de mon chemin. C'était mon arme. C'était la porte pour détruire ce qu'il avait construit. J'ai rendu les papiers à ma fille et lui ai caressé le visage. « Ma chérie, merci de me faire confiance. » Elle a souri faiblement. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, papa ?» J'ai pris une inspiration. « Je vais obtenir justice, mais pas avec des coups, pas avec la violence. Je vais le faire comme il se doit,
avec intelligence, avec stratégie et avec calme. J'ai fait un pas vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. Aujourd'hui, je n'irai pas encore le voir, ai-je ajouté. Pas tant que je n'aurai pas tout ce dont j'ai besoin. Mais bientôt, très bientôt, il saura ce que c'est que d'affronter un père qui a vu sa fille souffrir. Elle s'est approchée, a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré « Papa, j'ai peur qu'il te fasse du mal. » Mes mains se sont fermées en poing. Le plan était né, j'ai passé la matinée à éplucher chaque document que ma fille avait conservé dans cette enveloppe froissée. C'étaient des pièces éparses, des fragments d'un puzzle qui commençaient enfin à montrer une image claire. Mais je savais que si je voulais démasquer cet homme, je ne pouvais pas me contenter de vagues papiers et de simples soupçons. J'avais besoin de preuves solides, de témoins, de détails, et de connaître de près la vie factice qu'il avait bâtie sur la souffrance de ma fille. À 15 heures, j'ai pris mon manteau, j'ai rangé les documents dans mon porte-documents et je suis sorti. Clara faisait une sieste profonde. Son corps avait besoin de repos, son âme aussi. Je ne voulais pas la réveiller. Je lui ai laissé une note sur la table. « Clara, je suis sorti régler quelques affaires. Je reviens vite. Repose-toi, papa. » Tandis que je marchais vers l'arrêt de bus, je ressentais un mélange d'angoisse et de détermination. Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver au Clos des Tilleuls, mais je savais que je ne rentrerais pas chez moi avant d'avoir suffisamment d'informations pour passer à l'étape suivante. Le trajet a été long. L'immeuble se trouvait dans un quartier très chic de l'ouest parisien, à Neuilly-sur-Seine, très loin de Saint-Denis où nous vivions. Je me souviens que tandis que le bus avançait, je voyais des hôtels particuliers, des voitures de luxe et des gens arborant des sourires de supériorité, comme si la vie n'avait jamais osé être cruelle avec eux. Je me suis demandé combien de vies mon ex-gendre avait écrasées pour arriver à cet endroit. Combien de mensonges il avait débités, combien de dégâts il avait causés. Quand je suis descendu du bus, l'immeuble est apparu juste devant moi. Il était imposant, une construction moderne avec une façade de verre, des jardins impeccables et un portail de sécurité qui ressemblait davantage à une forteresse. Le contraste avec l'endroit où j'avais trouvé ma fille était violent. C'était obscène. C'était insultant. J'ai marché vers l'entrée d'un pas ferme, même si à l'intérieur, je portais un océan d'émotions. Un gardien s'est approché immédiatement. « Bonjour, monsieur. Qui visitez-vous » a-t-il demandé d'un ton poli mais distant. « Je suis là pour voir Antoine Moreau. » Ai-je répondu en utilisant le nom de mon ex-gendre, sentant ma voix prendre un ton que je ne lui connaissais pas. Le gardien a vérifié une liste sur une tablette. « Votre nom » Je lui ai donné mon nom complet. Jean-Pierre Dubois. J'ai attendu. Le gardien a froncé les sourcils. « Vous n'êtes enregistré pour aucune visite. » Évidemment que non, ai-je pensé. Cet homme n'aurait même pas permis à mes souvenirs d'approcher de sa nouvelle vie. J'ai juste besoin de lui laisser quelques documents, ai-je dit, gardant mon sang-froid. Ils sont importants. Je peux attendre dans le hall. Le gardien a hésité. Il m'a regardé de haut en bas. Je ne devais pas donner l'impression d'être dangereux. J'étais un homme de 72 ans avec un porte-document à la main. Après quelques secondes, il a hoché la tête. « D'accord, mais vous ne pouvez pas monter sans autorisation. Attendez ici. » Je suis entré dans le hall. L'air froid et parfumé m'a frappé au visage. Il y avait des fauteuils luxueux, des sols brillants, des luminaires modernes, tout ce que ma fille avait perdu. Je me suis assis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai observé les gens qui entraient et sortaient. Jeune couple d'entrepreneurs, une femme enceinte, tous avec des vies parfaites, ou du moins des vies sans l'enfer qu'avait vécu ma fille. 15 minutes plus tard, j'ai entendu une voix familière. Ce n'était pas celle de mon ex-gendre. C'était une voix de femme. « Vous êtes le père de Clara ?» Je me suis retourné. C'était une voisine. Je l'ai su immédiatement. Elle portait un sac de course, vêtue de vêtements élégants, et avait cette expression de quelqu'un qui en sait trop, mais qui ne sait pas si elle doit parler. « Oui » ai-je répondu en me levant. « Je suis son père. » Elle a regardé de côté, comme si elle craignait d'être entendue. « Je l'ai vu il y a longtemps, » a-t-elle dit en baissant la voix, avant qu'il ne la laisse. « Votre fille venait souvent ici en pleurant. Il lui criait dessus devant tout le monde. Une fois,
Il l'a même poussée dans le couloir. Mon cœur s'est arrêté. Il l'a poussée? Ai-je demandé, sentant une vague de fureur. Oui, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. J'ai signalé cela à la copropriété, mais il a dit qu'elle avait juste trébuché. Et comme il est ami avec le syndic, enfin, vous savez comment ça marche. Je ne savais pas si je devais la remercier ou pleurer. Ma fille avait souffert plus que je ne l'imaginais. Et savez-vous s'il vit ici avec elle? Avec Sophie? Ai-je demandé. La voisine a baissé le regard. Oui, elle est venue vivre ici avant même qu'il ne se sépare de votre fille. Beaucoup de gens le savaient. Tout était un secret de Polichinelle. J'ai perdu mon souffle pendant un instant. La tromperie avait été plus profonde et plus éhontée que je ne le pensais. La femme s'est approchée un peu. Votre fille ne méritait pas ça, a-t-elle dit fermement. Personne ne mérite ça. Mais lui, il se croit intouchable. Intouchable. Ce mot a résonné dans ma poitrine. Merci, ai-je répondu d'une voix basse, mais ferme. Merci de m'avoir dit ça. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant seule avec des pensées qui n'étaient plus des pensées. C'était des feux. C'était des couteaux. C'était des décisions. J'ai regardé l'ascenseur. Je savais que je ne pouvais pas monter. Je savais qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas encore l'affronter. Mais j'avais besoin de voir plus. Alors j'ai quitté l'immeuble et j'ai fait le tour de la structure, cherchant des signes de sa vie de l'extérieur. Et il était là, au balcon du 4e étage. Antoine Moreau. Il riait, un verre à la main, riait comme si la vie lui appartenait, comme s'il n'avait jamais fait de mal à personne. Et à ses côtés se trouvait sa maîtresse, Sophie, la femme pour qui il avait détruit ma fille, le ventre déjà bien arrondi. Il y avait de la musique, il y avait la fête, il y avait le bonheur. J'ai senti quelque chose en moi se déchirer, car pendant qu'ils célébraient leur nouvelle vie, ma fille dormait dans ma maison après avoir vécu dans la rue. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il rentre dans l'appartement, sans imaginer que d'en bas, l'homme qu'il n'aurait jamais dû mépriser le regardait. Ce jour-là, en m'éloignant de l'immeuble, j'ai tout compris. Je n'allais pas le frapper. Je n'allais pas l'insulter. Je n'allais pas l'affronter comme un vieil homme furieux. J'allais le détruire avec le même calme avec lequel il avait détruit ma fille. Mais, contrairement à lui, la mienne ne serait pas de la lâcheté. Ce serait la justice. Je suis rentré lentement chez moi, le porte-document serré contre ma poitrine et l'esprit plein d'images que je ne pouvais pas effacer. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. L'écho des rires que j'avais entendus sur ce balcon continuait de marteler ma tête. Quand je suis arrivé, le soleil se couchait. La maison était silencieuse. Mais ce silence n'était pas vide. C'était le silence de la paix dont ma fille avait besoin. Je me suis approché du canapé. Cette fois, elle était réveillée, fixant la fenêtre comme si elle essayait de comprendre à quel moment sa vie s'était brisée. « Clara », ai-je dit doucement. Elle a tourné la tête et a souri, mais ce sourire faisait mal. C'était un sourire de gratitude, assombri par la tristesse. « Papa, te revoilà !» Je me suis assis à côté d'elle. Il y a eu un long silence entre nous, un de ceux qui parlent d'eux-mêmes. Elle savait que j'étais allé au Clos des Tilleuls. Je savais qu'elle voulait demander, mais aucun de nous n'a parlé tout de suite. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration. « Je l'ai vu », ai-je dit. Elle a tendu les épaules. « Lui ?» ?»« Oui, lui et elle. » Elle a détourné le regard et a pincé les lèvres, comme si elle voulait que cette conversation se termine rapidement. Je ne la blâmais pas. Revivre cette douleur, c'était comme rouvrir une plaie fraîchement refermée. « Ils ont l'air heureux », ai-je ajouté sans émotion, comme si les mots n'avaient pas de propriétaire. Elle a fermé les yeux un instant. « Je le savais », a-t-elle murmuré, « mais ça fait mal quand même. » J'ai pris sa main et je l'ai serrée. « Ma chérie, tu ne mérites pas de porter cette honte. Tu ne mérites pas de porter ces saletés sur ton dos. Il ne t'a pas détruite parce que tu étais faible. Il t'a détruite parce que tu es bonne. Et les bonnes personnes font parfois confiance à la mauvaise personne. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Elle est restée immobile, écoutant. « Je ne veux pas te venger par colère, » ai-je continué. « Je veux le faire parce qu'il te doit. Parce qu'il t'a arraché ta maison, ta dignité, ta tranquillité d'esprit, et parce que moi,
En tant que ton père, je ne mourrai pas sans m'assurer que tu retrouves ta vie. » Ses lèvres ont tremblé. « Papa, s'il te plaît, ne fais rien qui te mette en danger. » »« Je ne le ferai pas, » ai-je répondu fermement. Je ne suis plus un jeune homme impulsif et je n'ai pas besoin de lui crier dessus ou de le toucher pour le détruire. Ce que je vais le faire bien. Je vais le faire comme un homme qui a vécu assez longtemps pour savoir que la justice est plus puissante que la rage. Elle est restée à me regarder longtemps, comme si elle essayait de se reconnaître dans mes mots, ou peut-être d'y reconnaître le père qu'elle avait cru invincible autrefois. « Papa, je t'aime, » a-t-elle dit, se brisant un peu. Je l'ai serré dans mes bras, une étreinte longue, sincère, de celle qui répare l'âme. J'ai senti ses larmes sur mon épaule, et j'ai pensé que même si le monde avait été cruel avec elle, je ne permettrais plus jamais qu'il la piétine. Quand elle s'est calmée, je l'ai aidée à se lever. Elle a marché vers sa chambre d'un pas lent, mais plus assuré que la veille. Je suis resté seul dans le salon. J'ai regardé le porte-documents sur la table, les documents, les messages, les preuves de la trahison. Et là, dans ce silence lourd, j'ai senti la clarté que j'attendais depuis l'instant où je l'avais trouvé dormant dans la rue. Ce n'était plus seulement de la douleur, ce n'était plus seulement de la rage. C'était un but si solide qu'il semblait faire partie de mon propre corps. Je me suis approché de la fenêtre. La nuit était tombée. Les lampadaires éclairaient la solitude de mon foyer. J'ai pensé à ma fille, dormant en sécurité, sous un toit à nouveau. J'ai pensé à l'homme qui l'avait détruite et qui vivait maintenant comme un roi. J'ai pensé à la femme qui l'accompagnait, à sa grossesse, à la vie parfaite qu'ils avaient construite sur des mensonges. Et sans m'en rendre compte, j'ai parlé à voix basse. « Demain, je commence. » J'ai pris le porte-document et l'ai ouvert une fois de plus. Chaque document était une graine de vérité. Chaque message était une faille. Chaque signature, chaque date, chaque conversation imprimée était un couteau que je pouvais enfoncer avec une précision chirurgicale. Je n'avais pas besoin de violence. Je n'avais pas besoin de menaces. Je n'avais pas besoin de risquer ma liberté ou mon intégrité. J'avais juste besoin d'organiser tout cela. Et là, j'ai su ce que je devais faire. J'ai commencé à classer les papiers par date, puis par type, puis par pertinence légale. J'ai sorti un vieux carnet que je gardais dans un tiroir, celui où j'inscrivais les dépenses de la maison et les anniversaires. Ce jour-là, ce carnet est devenu mon arme. J'y ai tracé les premières lignes du plan. Un plan lent, un plan froid, un plan impossible à arrêter une fois lancé. Mon ex-gendre avait un point faible, un qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à ce moment. Sophie ne savait pas que la maison qu'il avait vendue appartenait à ma fille. Elle ne savait pas qu'elle avait été achetée grâce à leurs efforts mutuels. Et par-dessus tout, elle ne savait pas qu'il avait commis une fraude en mettant la propriété à son nom par la manipulation émotionnelle et les menaces. Les murs de cet appartement luxueux du Clos des Tilleuls étaient bâtis sur un secret que seul moi pouvais détruire. J'ai fermé le porte-document. J'ai respiré profondément. J'ai regardé l'horloge. 22 heures. Ma fille dormait paisiblement dans sa chambre. Moi, en revanche, j'étais éveillé, plus éveillé qu'à n'importe quel autre moment de ma vie, car je savais quelque chose avec une certitude absolue. Demain serait le début de la fin pour lui et le début d'une nouvelle vie pour ma fille. J'ai dormi à peine quelques heures, mais je me suis levé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le lever du soleil entrait par la fenêtre comme une ligne dorée, fendant l'obscurité de la chambre en deux. Je me suis habillé lentement, avec la solennité de quelqu'un qui se prépare à quelque chose d'inévitable. Je me suis lavé le visage, j'ai peigné mes cheveux gris et je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu un vieil homme. J'ai vu un père. J'ai vu un protecteur. J'ai vu quelqu'un qui en avait assez, que la vie lui prenne ce qu'il aimait. J'ai pris le porte-document avec les preuves et je l'ai mis dans ma mallette en cuir, celle que j'utilisais il y a de nombreuses années quand je travaillais encore. Avant de partir, je suis passé par la chambre de ma fille. Elle dormait profondément, respirant avec un rythme que je n'avais pas entendu depuis son mariage. Je l'ai regardée un instant. J'ai ajusté une couverture sur ses épaules. « Aujourd'hui, je commence à te rendre ta vie. » Ai-je murmuré sans qu'elle m'entende. Je suis parti et j'ai fermé la porte doucement.
Le chemin vers le clos des Tilleuls m'a paru différent cette fois. Il n'y avait plus d'angoisse ni de rage incontrôlée, seulement de la détermination. Chaque pas était une déclaration silencieuse. J'arrive pour toi, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as détruit. Quand je suis arrivé, le gardien m'a reconnu. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il sentait déjà la tempête que j'apportais. Bonjour, monsieur, a-t-il dit avec une certaine gêne. Je suis là pour voir Antoine, ai-je répondu sans détour. Laissez-moi appeler, a-t-il bégayé. Non, l'ai-je interrompu en le fixant dans les yeux. N'appelez pas, je monte. Le gardien a hésité. Il a regardé vers sa guérite. Il a regardé vers l'immeuble. Il savait qu'il ne pouvait pas m'arrêter sans provoquer de problème. Finalement, il a cédé. Il est au 4e étage, appartement 4B.